Donc maintenant, on va parler des anomalies de la valve tricuspide. Et les anomalies de la valve tricuspide, voilà ce qu'on va discuter un petit peu au cours des 45 minutes qui viennent. Premièrement, je vais essayer de vous montrer un peu la complexité et la variabilité anatomique de la valve tricuspide, qui est beaucoup plus complexe et polymorphe sur le plan anatomique que la valve mitrale. Je vais balayer un petit peu les différentes modalités d'imagerie pour l'imagerie fœtale, l'imagerie néonatale, l'imagerie pédiatrique et l'imagerie adulte. On parlera peut-être un petit peu des interventions percutanées sur les valves tricuspides qu'on fait maintenant dans la cardiologie congénitale et structurelle d'ailleurs. Et je finirai sur la maladie d'Epstein. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle des valvulopathies tricuspides pédiatriques ou cardiopédiatriques ou congénitales, vous pensez tous à la maladie d'Epstein, et vous avez raison. Ceci étant dit, dans la cardiologie congénitale qu'on fait tous les jours, il n'y a pas que des maladies d'Epstein. Je dirais même que les fuites tricuspides associées aux cardiopathies congénitales sont très souvent des maladies d'Epstein, pour la simple et bonne raison que la maladie d'Epstein est une maladie rare. Et les fuites tricuspides, des maladies très fréquentes chez les congénitaux de tous âges. Donc, il faut reprendre un petit peu les choses à leur commencement, en essayant de comprendre en fait les entités nosologiques et pathologiques dans lesquelles on est, et reprendre un petit peu ce que font les cardiologues adultes, qui ont décrit quand même différents types de fuites tricuspides, les fuites primitives, les fuites secondaires, d'accord ? Les fuites secondaires, en particulier à la dilatation du ventricule droit, qui va entraîner une attraction de l'appareil sous-valvulaire et une dilatation de l'anneau. Et on a énormément de fuites tricuspides qui sont secondaires à des pathologies du cœur droit, avec des dilatations du cœur droit. D'accord ? Et on a aussi des fuites tricuspides dites isolées, qui sont des fuites tricuspides qui sont liées au remodelage atrial, qui a un effet sur le remodelage de l'anneau et les fuites. Ça, en fait, c'est le cadre nosologique de la fuite tricuspide de l'adulte, mais qu'on peut appliquer à la cardiologie congénitale, même des enfants. Et il faut quand même comprendre ça. C'est pas, on va parler que de la maladie d'Epstein parce que ça serait une erreur conceptuelle, en fait. L'autre truc qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a une quatrième entité qui existe dans notre spécialité, qui sont les fuites tricuspides iatrogènes. Pourquoi ? Parce que un des trucs les plus fréquents qu'on fait en cardiologie congénitale, c'est de traiter des patients qui ont des CIV. Parce que la CIV, c'est fréquent. Et donc, les CIV périmembraneuses, c'est fréquent. Et les chirurgiens opèrent les CIV périmembraneuses. Et presque tous les chirurgiens du monde opèrent les CIV membraneuses par voie transatriale. On pouvait le faire par voie transventriculaire, mais on le fait maintenant par voie transatriale, en réclinant la valve tricuspide et en posant des points sur ou proche de l'anneau tricuspide. Et il y a, je pense, un nombre important de fuites tricuspides que vous allez voir dans votre carrière, si vous faites ce métier, qui sont associées à des complications iatrogènes, notamment des fermetures de CIV. D'accord ? Donc, quand vous allez faire une écho et que vous allez voir une fuite tricuspide, essayez de comprendre dans quel cadre vous êtes. Ça, c'est important. OK ? Parce que vous comprendrez d'où vient le problème, comment va évoluer le problème. Si vous avez une fuite tricuspide secondaire à une dilatation de l'anneau, parce que vous avez une IP grade 4 après une correction de Fallot, vous comprenez bien que les choses ne vont pas s'améliorer toutes seules dans le temps. Mais vous comprenez aussi que c'est relativement facile à traiter parce qu'il n'y a pas de dysplasie de la valve et de l'appareil sous-valvulaire. Ce qui n'est pas le cas d'une maladie d'Epstein. Ensuite,
ce qui vous intéresse peut-être plus, mais qui est pas plus important, si on se centre uniquement sur les valves, sur les anomalies tricuspides primitives, en mettant de côté les 3 autres que je vous ai dit. Évidemment, il y a la maladie d'Epstein dont on va parler et qui est intéressante et assez complexe, qui est liée, comme vous voyez sur le schéma, à un défaut de délamination valvulaire. Et d'emblée, il faut comprendre que c'est non seulement une anomalie de la valve, mais surtout une anomalie du ventricule, la maladie d'Epstein. C'est une maladie de toute la voie droite, pas que de la valve. Mais il y a aussi des dysplasies valvulaires non epsteinoïdes, isolées ou associées à des entités physiopathologiques claires, comme par exemple l'atrésie pulmonaire à symptômes intacts, où il y a toujours une anomalie morphologique et fonctionnelle de la valve tricuspide, qu'on va définir dans un cadre large comme un épaississement irrégulier du tissu valvulaire, avec des anomalies du tissu conjonctif de type myxoïde, dans une valve qui est normalement délaminée, sans déplacement septal et sans atrialisation du ventricule droit. Cette anomalie, qui implique évidemment les feuillets valvulaires, peut impliquer l'appareil sous-valvulaire sous forme d'anomalie des cordages, entraînant sur le plan fonctionnel des anomalies sténosantes ou fuyantes. OK ? Ça, c'est la définition. Et donc, ça implique un spectre large de pathologies primitives ou secondaires à une entité physiopathologique d'obstacle du cœur droit, comme la sténose pulmonaire critique ou la psy. OK ? Mais c'est pas pareil que la maladie d'Epstein. Et il peut y avoir des atteintes, isolées mais acquises, comme une maladie rhumatismale. Ou d'autres anomalies, comme des valvulopathies aux anorexigènes, d'accord, ou la sarcoïdose, qui ne rentrent pas dans le cadre de la cardiopédiatrie, mais qui sont des diagnostics secondaires qu'on doit connaître. C'est clair ? Parce que, ça c'est un article de l'équipe de Munich, qui est récent, il faut, pour définir une stratégie chirurgicale, connaître les mécanismes de la fuite et les biais sur lesquels on peut jouer. En particulier, on peut faire des chirurgies des feuillets, mais en général, c'est très peu fait et très difficile. On peut faire des annuloplasties. Ça, c'est très fréquemment réalisé. On peut faire des fermetures chirurgicales de commissure. D'accord ? Mais les techniques chirurgicales, elles sont ce qu'elles sont simples. Donc, il faut identifier des mécanismes clairs pour apporter des réponses simples. D'accord ? À tous les âges. Ceci étant dit, on va dans le vif du sujet avec le balayage un petit peu du diagnostic et de l'imagerie de la valve tricuspide à tous les âges qui concernent la cardiologie congénitale. On commence par le fœtus. L'échographie fœtale, c'est le gold standard de l'imagerie tricuspide fœtale, qu'on fait en général à partir de 17-18 semaines d'aménorrhée. 3 objectifs: analyser la morphologie de la valve, analyser la fonction de la valve et la sévérité de la fuite de manière souvent semi-quantitative, et de regarder les risques, les complications associées, morphologiques, anatomiques et fonctionnelles, qui définissent le pronostic du fœtus. Donc, qu'est-ce qu'on cherche d'abord ? Les risques de complications. Quand on a une cardiomégalie et donc on peut mesurer l'index cardiothoracique en écho, c'est très important. La fonction, avec une fuite sévère, la dilatation de l'anneau et l'aspect dysplasique des valves qu'on peut évaluer en échographie fœtale. Le retentissement d'une fuite sévère fœtale, c'est une anomalie de développement en aval, et donc on va s'intéresser à la fonction de la voie d'éjection droite pour savoir s'il y a une atrésie pulmonaire qui peut être anatomique ou fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire que le ventricule n'est pas capable de pousser assez de sang et de générer assez de pression pour ouvrir la valve. Mais la valve n'est pas bouchée. Elle est fonctionnellement, anatomiquement présente, c'est juste qu'elle ne s'ouvre pas. Le retentissement et le corollaire de ça, c'est d'analyser le flux dans le canal. Le flux dans le canal, vous savez que durant la vie fœtale, il va de la droite vers la gauche. Si la valve pulmonaire est bouchée,
fonctionnellement ou anatomiquement, le sang ira de la gauche vers la droite. Et ça, c'est un signe de gravité majeur sur la compréhension physiopathologique du phénomène et de ce que ça implique sur la fonction droite. Le retentissement sur le VG peut être évalué en vie fœtale et les signes d'insuffisance cardiaque fœtale, épanchement péricardique, hydrops, etc., etc. Vous avez compris. Voilà une fœtopathe d'un Epstein avec un cœur qui prend tout le thorax, ce qu'on appelle the wall-to-wall heart. OK? Et voilà un aspect échographique de dysplasie non epsteinoïde très sévère, avec atrésie fonctionnelle, canal artériel qui chante de la gauche vers la droite, atrésie pulmonaire fonctionnelle et épanchement. Pronostic fœtal sombre, risque de mort in utero. Complications néonatales si l'enfant arrive au bout, majeure. On peut faire aussi l'échographie le gold standard, on développe l'IRM fœtal, je ne sais pas si vous savez ça. On peut le développer, c'est techniquement très difficile par rapport à l'IRM pédiatrique ou adulte. Pourquoi? Parce que on peut difficilement avoir accès au rythme cardiaque du fœtus par rapport au rythme cardiaque de la maman. Et vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, que la plupart des séquences IRM sont guettées sur le CG. Donc on essaie de développer des séquences non guettées. Guetter, ça veut dire synchroniser. Le fœtus, contrairement à l'adulte ou à l'enfant qu'on endort, il bouge dans le ventre de sa mère. Donc les plans sont difficiles à obtenir en stabilité. Et bien sûr, plus c'est petit, plus c'est problématique parce que la résolution spatiale de l'IRM est faible par rapport au scanner. OK? Donc, je ne vais pas trop parler plus de l'Epstein fœtal. Ce qui est important, c'est l'Epstein néonatal. Comment vous allez gérer un Epstein néonatal, une IT sur dysplasie néonatale sévère. Pourquoi? Parce que l'enfant peut décéder à la naissance pour des problèmes hémodynamiques. Donc, il faut déterminer est-ce que, oui ou non, la valve pulmonaire s'ouvre? Est-ce qu'il y a un débit antérograde à travers la valve pulmonaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une atrésie fonctionnelle ou anatomique de la valve pulmonaire? Et donc, est-ce qu'il y a une perfusion pulmonaire antérograde? S'il n'y a pas de perfusion pulmonaire antérograde, le patient est forcément ductodépendant. C'est clair. Et donc, vous allez pouvoir déterminer comment est le flux dans le canal artériel. Ça, c'est important et je vais vous montrer pourquoi juste après. La présence d'une fuite pulmonaire doit être recherchée. Parce que la présence d'une fuite pulmonaire anténatale ou postnatale induit un risque de défaillance cardiaque majeure lié à une problématique physiopathologique qui s'appelle le shunt circulaire, que je vais vous expliquer. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est comment on met en place notre stratégie de réanimation quand on est néonatologue, réanimateur pédiatre, etc., pour que l'enfant survive s'il est en défaillance hémodynamique sur ce tableau d'Epstein. Je vous le dis parce que ça tombe souvent à l'oral du DU. Donc, je vous conseille d'écouter. Il y a un article qui fait référence, qui a été publié il y a 8 ans, dans Circulation, de Lindsay Freud, qui a évalué la cohorte des Epstein sévères anténataux, périnataux, qui définit que quand on a un diagnostic d'Epstein, de dysplasie tricuspide, d'accord? Epstein ou dysplasie tricuspide, hein, vous voyez l'article en anglais. Diagnostic précoce, signe de gravité. Anneau tricuspide très large, signe de gravité. Fuite pulmonaire, signe de gravité plus. Épanchement péricardique égale insuffisance cardiaque égale signe de gravité. Pourquoi? Parce que si on a un shunt à travers le canal qui est gauche-droit, qu'on a une fuite pulmonaire, un VD qui ne pousse pas, une IT massive et un FOP, on a ce qu'on appelle un shunt circulaire. Là, il est en 8, mais on pourrait le schématiser en cercle. Si on a un shunt circulaire,
on a un hypodébit systémique, on a un risque de décès. Très difficile à gérer sur le plan réanimatoire. Exemple. Nouveau-né, défaillance cardiaque, cyanose réfractaire, cœur qui prend tout le médiastin, tout le thorax, pas tout le médiastin. Vous voyez là, où c'est trop petit. Vous voyez quand même. On fait l'écho, on a une fuite tricuspide, on a un Epstein, défaut d'élamination, on va voir ça après. On a une fuite sévère. Le sang va du ventricule vers l'oreillette. Le ventricule est atrialisé, il est fonctionnellement très petit. On regarde le FOP, il y a un large FOP qui shunt de la droite vers la gauche. On est ici. Bien sûr, l'oreillette va dans le ventricule et le ventricule éjecte dans l'aorte. On a un canal qui pompe de la gauche vers la droite et on a une fuite tricuspide sévère. On a un shunt circulaire. Bon, cet enfant est décédé parce qu'il était très difficile à manager sur le plan hémodynamique et très difficile à ventiler, soit dit en passant. Ça, un peu moins pire, si je puis dire, excusez-moi, c'est pas français. Fuite sévère, ça ressemble à peu près à la même chose. Pas de FOP vraiment très clair ou minime. Canal artériel présent gauche-droit, pas de fuite pulmonaire. Enfant plus facile à réanimer. Petit débit antérograde. Pas de complications à la fermeture du canal. Le patient peut même s'améliorer avec la diminution des résistances pulmonaires au bout de quelques semaines. Et si les résistances baissent, la fuite peut même diminuer. D'accord ? Donc parfois, il faut traiter les patients, il faut surtout les oxygéner pour diminuer les résistances vasculaires au maximum, pour promouvoir le flux antérograde. D'accord ? Et on a des patients qui peuvent être mal à la naissance et être beaucoup mieux 15 jours plus tard, uniquement parce qu'on leur a mis de l'oxygène. Par exemple, le gamin qu'on a dans le service actuellement, Pierre. D'accord ? Les Pierres. Vous comprenez ? Donc ensuite, on va faire effectivement l'anatomie de la valve, je vous le ferai après ça. Il y a aussi une forme qui est assez classique dans les Epstein sévères. C'est cette forme-là. Vous voyez une grosse cardiomégalie. Est-ce que vous voyez la valve tricuspide sur cette image ? Vous la voyez mal en tout cas. Parce qu'en fait, on ne la voit pas. Parce que l'Epstein, il est tellement sévère que la valve tricuspide, elle est en fait collée à la valve pulmonaire et qu'il n'y a pas de ventricule droit. Parce que tout le ventricule est atrialisé. Et que la valve, elle est tellement mal formée sur le plan embryologique qu'elle a un effet de voile qui bouche le ventricule droit. Et donc là, en fait, on ne voit pas de valve. Donc, il n'y a pas d'IT, parce qu'il n'y a pas de valve, mais le reliquat embryonnaire de valve qui ne s'est pas délaminé est en fait quasiment collé à la valve pulmonaire. Et donc, c'est comme si le patient avait une atrésie tricuspide. D'accord ? Et une atrésie pulmonaire. En tout cas, le ventricule, il y a pour ainsi dire pas de ventricule droit. Et donc, c'est une forme de pseudo-atrésie tricuspide, pseudo-atrésie pulmonaire. Ce patient ne peut pas être corrigé à deux ventricules. Vous comprenez ? D'ailleurs, si vous regardez là, il n'y a pas du tout d'élamination et il n'y a pas de contraction en fait de cette partie septale. Donc, on voit simplement une espèce de tout petit filet de sang qui va un petit peu vers la pointe du cœur et peut-être qui va un tout petit peu vers la valve pulmonaire, mais c'est rien du tout. Tout le sang passe par le FOP. D'accord ? Donc là, on voit un petit bout de valve. Vous voyez la valve pulmonaire. Bon, on voit une valve. On voit qu'elle ne s'ouvre pas.
c'est très difficile en échographie de dire si réellement les feuillets sont collés ou si simplement parce qu'il n'y a pas de flux à travers. Mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne change rien. Ça changerait quelque chose si on avait un Epstein ou une dysplasie de forme modérée avec des résistances vasculaires pulmonaires néonatales élevées et que donc la pression générée par le ventricule était pas assez élevée pour ouvrir la valve et que à la chute des résistances vasculaires, à la chute de la post-charge, à nouveau la valve s'ouvre. C'est pour ça qu'il faut essayer de baisser les résistances vasculaires néonatales au maximum. Vous comprenez? Donc, il y a des index qui ont été proposés, notamment l'index dit de Gauss de Sellermayer, qui est un index très basique, très ancien, qui a pour but de faire le rapport entre l'oreillette droite et le ventricule droit trialisé et le reste, c'est-à-dire le ventricule droit fonctionnel et les cavités gauches. Si ce score est très largement inférieur à 1, c'est-à-dire que le jaune est beaucoup plus grand que le rouge, en général, la mortalité est relativement faible. Quand le score est supérieur à 1, on a une mortalité qui va de 10 à 100% quand on a un index supérieur à 1,5 avec une cyanose. D'accord? Ça veut dire que là, de toute façon, on est sur une physiologie univentriculaire qu'il faut traiter comme telle. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait l'échographie de cette valve tricuspide? Déjà, il faut être lucide. Alors, chez les enfants, chez les bébés, c'est facile parce que vous pouvez faire l'échographie en sous-costal. Et ça, c'est vraiment votre atout numéro 1. Chez le grand enfant et chez l'adulte, c'est beaucoup plus difficile parce que la valve et le ventricule droit et la valve sont juste derrière le sternum. Donc, ça rend la technique plus difficile. L'autre difficulté, c'est la variabilité. Ça, je vais vous en parler dans une seconde. Et l'autre difficulté, c'est que contrairement à la valve mitrale, et notamment à la valve mitrale qu'on voit en petit axe, où on l'envoie vraiment de face et qu'on peut balayer pour voir tout le mécanisme de la valve, on ne peut pas faire ça pour la valve tricuspide, sauf en coupe sous-costale, c'est-à-dire sauf chez les jeunes enfants. Et donc, l'écho, grâce à sous-costal, comme vous voyez sur la dernière ligne, l'écho est beaucoup plus facile chez le petit enfant que chez l'adolescent ou l'adulte. Autre élément que je porte à votre connaissance, sur la valve tricuspide, c'est-à-dire à 3 feuillets, quand on regarde les caractéristiques anatomiques faites par les anatomistes, je prends ce papier qui est un papier un peu ancien, qui prend 50 cadavres pour regarder les tricuspides. Il trouve que la valve est tricuspide dans 28% des cas. C'est des gens qui n'ont pas de malformation cardiaque. D'accord? 28% de valve tricuspide, 4% de valve bicuspide, 52% de valve quadricuspide, 14% de valve pentacuspide, 2% de valve hexacuspide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très bien de faire des schémas avec une valve antérolatérale, postérieure et septale. Mais tout ça, c'est des schémas et dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il y a des gens très intelligents, notamment Rebecca Hahn qui travaille à New York, qui ont proposé en fait de faire une sorte de classification morphologique échographique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on va vers des techniques de correction des fuites par voie percutanée avec les clips. Vous connaissez ça, les mitra-clips, les tri-clips? Pas beaucoup. C'est comme des mini pinces à linge qu'on met sur les valves pour bloquer les prolapsus. Et pour ça, on a essayé de faire une classification en différents types et sous-types pour bien décrire la morphologie de la valve. Ça, par exemple, le type B, le type 2, on le définirait comme une valve bicuspide. Le type 3A, 3B, 3C, on le décrirait, les anatomistes le décriraient comme une valve quadricuspide, avec une séparation de valve septale ou de valve antérieure ou de valve postérieure. D'accord?
on décrirait ça comme une valve pentacuspide. Pourquoi? Parce qu'il y a des indentations dans les feuillets. Là, c'est très symétrique, mais dans la réalité, ça l'est beaucoup moins, qui fait que parfois, finalement, ce feuillet-là, on se demande si c'est le feuillet antérieur ou le feuillet postérieur, parce que c'est pas évident. Voilà, j'attire juste votre attention là-dessus, parce que quand on fait de l'échographie interventionnelle et que on doit dire, le clip, on le met là, 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 là ou là, eh bien, il faut qu'on arrive à parler le même langage. Chirurgien, cardiologue interventionnel, échographiste, cardiopédiatre, etc., etc. Bon, quand on n'est pas un grand spécialiste de la cardiologie congénitale, ce qui n'est pas votre cas, on va regarder les décalages mitro-tricuspidiens. Ça permet notamment de faire le diagnostic des doubles discordances ou CCTGA quand on a un décalage vers la pointe qui est situé à gauche. Comme la valve appartient à son ventricule, ça permet de voir que c'est une valve tricuspide et que donc c'est un ventricule droit et que donc c'est une double discordance. Pareil pour un Epstein, il y a un décalage important. Quand on a un décalage de plus de 8 mm par mètre carré, c'est le diagnostic échographique de maladie d'Epstein. D'accord? Mais c'est valable pour l'Epstein et c'est valable pour la double discordance avec des fautes d'élamination de type epsteinoïde. Chez les enfants, je vous ai dit que le plus intéressant, c'était de faire des coupes sous-costales, parce que c'est la seule possibilité de voir la valve en face. L'autre possibilité étant de faire une ETO transgastrique. Et donc, pour l'analyse de la valve, il y a une classification qui a été faite. Donc, soit il y a la classification que j'ai apprise et que j'espère que vous n'allez pas apprendre parce que vous êtes sûrement plus intelligent que moi, qui est d'apprendre par cœur quel feuillet on a dans quelle coupe. OK? Donc, si je veux voir le feuillet antérolatéral et septal, je fais une 4 cavités ou une parasternale grand axe sur le VD. Et si je veux voir le feuillet septal et le feuillet postérieur, je vais plutôt faire une coupe parasternale petit axe, etc., etc. Donc ça, c'est la manière stupide d'apprendre. OK? Et ensuite, il y a la manière intelligente qui est de comprendre ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous faites une parasternale grand axe, les experts disaient que dans 100% des cas, on voyait la valve septale et la valve antérieure, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on va becquer, si on becque ici et qu'on voit le sinus coronaire dans la coupe, on a une coupe, on a un feuillet septal et un feuillet antérieur. Si on est sur une coupe antéro-postérieure stricte, on aura un feuillet antérieur et un feuillet septal. Il suffit de regarder ce qu'on a autour de la valve. De la même manière, quand on fait une coupe parasternale petit axe, en fonction de l'angle du faisceau ultrasonore, on verra uniquement le feuillet antérieur, le feuillet antéroseptal ou un peu des trois. Donc ça, c'est intéressant pour comprendre en fait ce que vous faites. De la même manière que si vous faites une apicale 4 cavités, si vous faites une apicale 4 cavités et que vous apercevez la valve aortique, vous êtes presque sûr de faire une coupe antéroseptale. Mais si vous faites une coupe postérieure et que vous coupez l'abouchement du sinus coronaire, il est probable que vous fassiez une coupe postéroseptale. C'est comme ça qu'on balaye sur les valves pour faire l'analyse morphologique de la valve et dire où est-ce que la fuite est plutôt sur cette commissure ou sur cette commissure ou sur cette commissure. Pourquoi? Parce que de cette analyse dépendra la stratégie curative mise en place. OK? On peut aussi faire des coupes maintenant grâce au 3D. On peut faire des analyses morphologiques complètes. Vous voyez ici, c'est une coupe 4 cavités. Il y a une énorme dilatation des cavités droites. C'est une coupe antéroseptale. On se dit, il n'y a pas de fuite, c'est bizarre. Si on fait une coupe antéro-postérieure, on va voir en réalité qu'il y a un prolapsus majeur de la valve antérieure qu'on n'avait pas vu sur la coupe apicale 4 cavités. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage. L'autre avantage, c'est de faire du 3D qui permet de voir la dynamique de la valve et d'analyser la morphologie des feuillets. De la même manière, l'anneau tricuspide n'étant pas circulaire, il faut bien comprendre quelle mesure on fait dans quelle coupe.
comme je vous l'ai dit pour la valve mitrale. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, on peut aussi utiliser le TO, qui permet de faire des analyses morphologiques de la valve. Là aussi, c'est pareil, il faut bien comprendre les coupes qu'on fait en fonction du secteur angulaire, entre des coupes plutôt antéroceptales, postéroceptales si on enfonce la sonde jusqu'au sinus coronaire, et ensuite des coupes antéro-postérieures, notamment sur des coupes 3 cavités, etc., etc. En ETO, il y a une nomenclature qui existe. On fait des vues en face en transgastrique qui permet d'analyser la morphologie de la valve. Vous voyez ici, il y a une toute petite valve postérieure, une grande valve septale, une grande valve antérieure. Et ensuite, on va faire des analyses le long de cette commissure antéroceptale pour faire une analyse de la morphologie de la valve. Donc ça, je n'ai pas trop le temps de vous le développer aujourd'hui, mais c'est très simple. Il faut comprendre cette anatomie, notamment de ce pilier, le pilier principal de la tricuspide, qui donne beaucoup d'attaches pour le feuillet antérieur et postérieur. La valve septale, elle, ayant beaucoup d'attaches septales, contrairement à la mitrale. Ça permet en fait de faire l'analyse morphologique des valves et de faire l'analyse finalement des mécanismes de la régurgitation. D'accord ? Donc ça, c'est de l'ETO interventionnel qu'on fait. Ici, il y a une rupture de cordage, il faut mettre un clip et le patient est guéri. Quand on a une fuite tricuspide, on a une dilatation des volumes. Les volumes sont analysés par échographie 2D, 3D, mais le gold standard, c'est l'IRM qui permet la quantification des volumes. Donc ça, c'est intéressant. Une information, l'analyse des volumes pour le ventricule droit et le ventricule gauche se fait en petit axe, sauf pour l'Epstein, où elle se fait en axial pour qu'on puisse délimiter le contour de la valve. Donc ça, c'est une particularité. On peut mesurer les régurgitations en IRM par des techniques d'analyse habituelle en imagerie de gradient. Bon, ça, c'est des trucs assez simples. Et maintenant, on peut le mesurer donc par des encodages spécifiques sur de l'imagerie 3D. C'est en train d'arriver par ce qu'on appelle le KD flow et ça va de plus en plus arriver dans les labos de radiologie. L'IRM, c'est intéressant. Et le scanner, c'est très intéressant aussi pour analyser le diamètre, la morphologie de la valve, notamment quand on veut faire des thérapies de correction, de thérapie de chirurgie percutanée. C'est-à-dire, maintenant, il y a d'innombrables systèmes qui ont été mis en place d'abord pour les adultes, mais qui vont arriver après dans le congénital, pour faire du valve-in-valve, pour faire des annuloplasties, pour mettre des clips. Et on fait beaucoup de planification sur le scanner, notamment en congénital, quand on traite les Senning, les Mustard ou les doubles discordances. On peut faire aussi des traitements éco-guidés. Notamment ici, c'est un patient qui avait une bioprothèse Carpentier, je pense, qui était dégénérative, dans lequel on peut mettre des valves percutanées. C'est des valves, ça c'est une valve mélodique qu'on met normalement dans la pulmonaire. Et on peut faire des guidages percutanés, des guidages fluoro-ETO pour faire du valve-in-valve. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal chez les adolescents et les adultes congénitaux. Maintenant, petit focus sur la maladie d'Epstein, là, sur les 10 minutes qui restent. Maladie d'Epstein, définie par Wilhelm Elstein, vous voyez, au XIXe siècle, sur l'observation d'un adolescent qui avait une énorme cardiomégalie, des signes d'insuffisance cardiaque droite et une cyanose à l'effort. C'est une cardiopathie rare, vous voyez. C'est une cardiopathie qui peut être favorisée par les sels de lithium. C'est une cardiopathie qui est non pas une pathologie de la valve tricuspide, mais une pathologie de toute la voie droite et notamment du ventricule droit. Ça, il faut bien comprendre ça sur le plan physiopathologique, qui est associé fréquemment à des shunts à l'étage atrial, qui peut être associé à des CIV, à des sténoses ou des atrésies pulmonaires anatomiques ou fonctionnelles, à des doubles discordances, et fréquemment aussi à la présence de voies accessoires. D'accord ? Il y a plusieurs classifications. Classification chirurgicale de la Mayo Clinic, classification anatomique de Carpentier qui est encore beaucoup utilisée et qui dépend finalement, dont dépend un petit peu la physiopathologie. C'est-à-dire que quand on a un défaut de délamination mineure, on a un volume VDA adéquat, on a souvent des patients qui vont bien, même jusqu'au 3e âge.
quand on a une mobilité normale de la valve et une large atrialisation, on peut avoir des complications hémodynamiques d'une fuite sévère, mais en général, on va bien, on a 2 ventricules et on vit assez longtemps on vit assez bien pendant plusieurs décennies. Et quand on est sur des formes plus sévères de type C et D, la forme C étant la forme un peu charnière, où on a un défaut de délamination postérieure et septale, une valve antérieure mobile, avec souvent des problématiques d'atrialisation sévère et éventuellement des ventricules droits fonctionnels de petite taille, avec un risque donc d'hypoperfusion par atrésie pulmonaire ou anatomique ou fonctionnelle de la voie droite. Et ça peut être des cas de chirurgie postnatale, de chirurgie précoce et de forme limite entre la forme biventriculaire et univentriculaire. Et dans les formes les plus sévères, c'est la forme que je vous ai montrée où on a une atrialisation complète du VD avec quasiment une atrésie fonctionnelle anatomique ou fonctionnelle de la valve tricuspide et pulmonaire et souvent des corrections univentriculaires. Donc, la définition, je vous l'ai dit déjà, c'est un décalage mitro-tricuspidien de plus de 8 mm par mètre carré. Ça peut aller sur un décalage extrêmement sévère. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est le truc le plus important de l'Epstein, c'est que non seulement il y a un décalage mitro-tricuspidien avec un défaut de délamination de la valve septale, mais également un défaut de délamination de la valve postérieure qui aboutit, et ça c'est très important, à une rotation de l'anneau tricuspide fonctionnel vers l'infundibulum. Donc ça, c'est un Einstein de type A, ça, c'est un Einstein de type B, ça, c'est un Einstein de type C, et ça, c'est un Einstein de type D. Ceci dépendant énormément du degré de délamination de la valve postérieure, en plus que la valve septale. Et ça, c'est des choses que vous ne voyez pas instinctivement parce que vous analysez tout le temps l'Epstein uniquement en cas de cavité, malheureusement. Donc, toute la nomenclature de description des valves que je vous ai dit avant ne s'applique pas à la maladie d'Epstein, évidemment. Et vous voyez ici, par exemple, en sous-costal short axis, on voit très bien en fait l'atrialisation de la valve et ce qu'est le ventricule droit fonctionnel. Le ventricule droit fonctionnel ici, c'est uniquement l'infundibulum où on arrive à voir du sang, donc dans la partie bleue. Toute la partie de ce qu'on appelle la chambre d'admission est atrialisée. Et donc, ça fait partie de l'oreillette sur le plan fonctionnel, si vous voulez. Donc ça, c'est le VD fonctionnel. De même que quand on a des défauts de délamination, on a, si vous voulez, parfois uniquement cette petite partie qui est le VD fonctionnel qui va se contracter pour précharger le cœur gauche. D'accord ? Voilà une note où je vous ai mis le VD fonctionnel, le VD atrialisé. Donc tout ça, en fait, ne sert à rien sur le plan hémodynamique, voire est délétère sur la fonction ventriculaire gauche diastolique. Donc on retrouve ce décalage mitro-tricuspidien septal, mais on peut l'analyser aussi au niveau de la valve postérieure. Ce qui est intéressant, et c'est un truc assez caractéristique qui traduit la rotation de l'anneau vers la chambre de chasse, c'est que quand vous regardez la valve en parasternal grand axe, vous voyez la valve mitrale de profil, mais si vous regardez bien, vous allez voir la valve tricuspide ici de face, avec le feuillet antérieur, le feuillet septal et une partie du feuillet postérieur. Je suis désolé, ça passe pas très bien, je sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez la valve en fait complètement de face dans cette incidence. Vous pouvez aussi essayer sur des coupes parasternales petit axe un peu tronquées de voir la valve et vous voyez ici qu'il y a un défaut d'élamination de toute la valve septale. Pardon ? La délamination, c'est ça. Bonjour, cher ami. Bon, le chirurgien vous en parle, la délamination, c'est sa spécialité. La délamination. Je te reprends ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais te montrer ici
pour que tu vois bien en gros. Voilà. Tu vois la diapositive là? Normalement, la valve, qui est donc un élément fibreux, se détache du myocarde ventriculaire, d'accord, se détache et est attachée, comme pour la mitrale, à des piliers par des cordages d'une longueur satisfaisante normale. Quand la valve, tu vois, quand le cœur se forme, la valve et le myocarde sont collés en quelque sorte. Et petit à petit, la valve va se décoller. On dit que ça se délamine. Et avec ce décollement, de manière concomitante, il y a l'apparition des cordages et de la différenciation des piliers, comme pour la mitrale. OK? Mais si la valve ne se délamine pas, évidemment, l'appareil sous-valvulaire ne va pas se développer. Et donc, dans la maladie d'Epstein, non seulement la valve ne va pas se délaminer, mais il va y avoir, en regard de cette non-délamination, une anomalie myocardique avec une perte de cellules myocardiques à la base du ventricule droit, là où la valve devrait se délaminer, avec même un remplacement fibreux du myocarde. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule que la maladie d'Epstein était une maladie ventriculaire autant que valvulaire. Parce que là, tu as du muscle qui se contracte. Là, non seulement la valve n'est pas délaminée, mais en plus, il y a un remplacement du myocarde de la chambre d'admission ventriculaire droite par de la fibrose, d'accord, qui devient même dyskinétique et délétère pour le ventricule gauche. Donc, c'est une maladie myocardique globale avec retentissement VG. Tu comprends? C'est ça, la délamination ou le défaut de délamination. Donc, je reviens où je m'étais arrêté. Et donc, bon, évidemment, la fonction du ventricule droit, en tout cas du ventricule droit fonctionnel, hein, vous avez compris ça maintenant, est un élément prédictif indispensable de la survie des malades ou même de la survie si le chirurgien veut entreprendre une correction chirurgicale, notamment des corrections chirurgicales conservatrices de plastie de la tricuspide. Avec les différentes interventions qu'il y a, la dernière en date, c'est l'intervention de Kohn, qui a pour but de délaminer chirurgicalement, en tout cas, la valve qui est utilisable et de la reshaper en forme de cône pour la réinsérer sur l'anneau anatomique. Et donc, l'analyse de la fraction de raccourcissement de surface et du strain du VD fonctionnel sont des paramètres importants, tout comme la fraction d'éjection en IRM, pour évaluer le pronostic des malades et leur pronostic en cas de correction chirurgicale. Donc, on utilise l'échographie, donc on utilise l'IRM avec une analyse axiale des volumes, je vous l'ai dit, qui permettra donc d'analyser la fonction du myocarde sous-jacent. On peut rechercher des shunts, parce qu'il y a souvent des shunts qui occasionnent des cyanoses à l'effort. Vous voyez ici, je vous mets un petit ici, voilà ici, vous voyez ici, une CIA associée et un shunt bidirectionnel. Et ce qu'il faut comprendre, et je m'arrêterai ensuite là-dessus, parce que c'est l'heure, c'est qu'on voit très bien en IRM que le plan d'ouverture de la valve ne se fait pas vers la pointe, comme c'est indiqué dans ce schéma, qui est conceptuellement faux, d'accord, mais vers la voie d'éjection pulmonaire. Vous voyez ici, on a l'impression que, regardez, la voie de sortie se fait par là, avec la petite flèche qui n'est pas très grosse, ou par là. Vous voyez ici que la valve est non délaminée, que la valve s'ouvre dans cette direction-là et dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre vers l'infundibulum, pas vers la pointe du cœur. C'est ça la différence entre une maladie d'Epstein et une dysplasie valvulaire non epsteinoïde. C'est clair?
Donc voilà, ça c'est une Epstein, ça c'est une dysplasie valvulaire avec fuite grade 4. La valve est délaminée, il y a un défaut de coaptation, mais ça s'ouvre dans l'axe normal. OK? Donc on peut calculer en écho, en IRM comme en écho, les surfaces atrialisées et fonctionnelles, avant et après la chirurgie, dont on vous parlera peut-être. Je ne sais pas quel est le sujet de ton cours, Bertrand. Mais vous pourriez poser des questions sur le cône, puisque c'est l'actualité, si ça vous intéresse. Plaît-il? Alors, ça, c'est une excellente question. Malheureusement, les parties où il n'y a pas de cellules myocardiques, c'est de la fibrose, ça ne récupère pas. Il faudrait peut-être qu'on le fera dans le futur, faire des cônes avec injection de cellules souches pour myocardiser si tu veux, la zone fibrosée. Donc, ce que l'on fait et ce qu'on a remarqué, et ce qui est intéressant dans les chirurgies de ce type-là, c'est d'augmenter les volumes ventriculaires et d'essayer de gagner un petit peu sur la zone de transition fibrose-myocarde pour éliminer la fuite, regagner du volume ventriculaire et du volume d'éjection systolique efficace vers les poumons. Et ce dont on se rend compte surtout, c'est qu'on augmente le débit cardiaque en permettant d'augmenter les volumes ventriculaires gauche. C'est-à-dire que dans l'Epstein, il y a une telle contrainte sur le VG que le VG il est petit, avec une inversion de la courbure septale, et qu'en corrigeant ça, on espère bien sûr, en éliminant la fuite, augmenter le volume antérograde fonctionnel efficace et donc précharger le cœur gauche. Et quand ça marche, ce qu'on voit, c'est que du coup, le ventricule gauche, il se dilate, il reprend une taille normale, il a une meilleure précharge et donc il a un meilleur débit. Donc finalement, en traitant la fuite, on soigne pas vraiment le myocarde ventriculaire droit qui reste malade, mais on augmente considérablement le débit cardiaque et les volumes ventriculaires gauche. C'est ça la clé de la réussite. Tu comprends? Pour le management du chaîne circulaire, si tu fermes le canal et qui est la seule source d'approvisionnement vers les poumons, le malade meurt. C'est possible. C'est là que c'est délicat, notamment sur la gestion de la prostine dans l'Epstein. Ça, c'est un grand sujet de réanimation cardiopédiatrique. Il faut absolument promouvoir la baisse des résistances vasculaires par les techniques d'oxygénation de NO. La gestion du canal, c'est le plus délicat. C'est le plus délicat. Il faut essayer de s'en passer en promouvant le débit antérograde, mais la limite par rapport à la réanimation de l'enfant est délicate du nouveau-né. Donc, il n'y a pas on fait ou on ne fait pas, c'est plutôt du cas par cas. Ce qu'on fait en tout cas, c'est qu'on essaye de promouvoir la baisse des résistances pulmonaires dans 100% des cas, si on vous pose la question à l'examen.